Le clairon. Et pour notre clairon aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Jean-Pierre Colombiès. Bonjour Jean-Pierre Colombiès. Bonjour à vous Clémence et bonjour à toute votre équipe parce que bien évidemment tout cela fonctionne avec pas mal de techniciens et de gens dévoués. Eh ben, vous faites très bien de le rappeler. Et je le souligne pas suffisamment. Toute l'équipe qui est derrière moi, de la réalisation à l'équipe derrière, dont Valentin Schirmer, Roxane à laquelle on pense beaucoup en ce moment, et Marie-Esther notamment. Alors, je voulais revenir avec vous sur cette note qui a été publiée récemment dans les médias. Cette note du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, donc qui est rattachée à Gérald Darmanin, et qui nous apprend quand même que nous sommes en baisse d'efficacité terrible dans les enquêtes policières depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Alors un taux d'élucidation qui est en baisse, je vais vous donner quelques chiffres, on est passé de 81% à 69%, donc moins 12 points pour ce qui est de l'élucidation des homicides, de 71 à 69, moins 2 points pour les coups et blessures volontaires, particulièrement ceux commis en dehors du cadre familial. Et puis les taux de résolution de ces agressions dans la rue, au travail ou à l'école, est passé de 63% à 54%, moins 9 points. Donc en tout cas, des indicateurs qui montrent une baisse en général de l'élucidation. Il se trouve justement, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec vous, que ceux qui s'occupent de l'élucidation, c'est notamment la PJ qui a subi cette fameuse réforme qui l'a fortement détériorée. Et je vais vous laisser nous expliquer tout ça. Alors oui, non, c'est un constat catastrophique qui n'est pas surprenant hein, parce qu'on sait très bien que l'aspect sécuritaire dans la programmation, dans le mode de pensée d'Emmanuel Macron n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas quelqu'un qui s'est intéressé au sujet, on l'a bien vu au fil des années, effectivement. Comme vous le disiez, c'est depuis 2017 que il y a vraiment je dirais, la glissade s'accélère. Mais rendons à César ce qui est à César, ça ne date pas que de lui. Tout à fait. Il y a une offensive, et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé fort justement, on en a discuté sur votre plateau, notamment on avait fait un format spécial avec Nicolas Vidal. Il y a une détestation fondamentale du politique vis-à-vis du monde judiciaire, globalement. L'élucidation fait partie, enfin, je dirais, la conséquence visible de l'efficacité ou pas du fonctionnement des institutions judiciaires. Parce que dans ce que vous avez indiqué comme chiffre, il y a ce qui est spécifiquement rattaché à la PJ, je pense aux homicides, tentatives d'homicide, et puis il y a le quotidien, la police judiciaire du quotidien qui est gérée par les commissariats et les sûretés urbaines. Or, il se trouve que ce constat était parfaitement prévisible. Enfin, pour ceux qui sont, qui sont honnêtement les héritiers de ce milieu dont je fais partie, c'était totalement logique. C'est une dynamique qui est parfaitement cohérente dans la mesure où, depuis Sarkozy, ça a vraiment commencé avec Nicolas Alors, Sarkozy. vous allez nous expliquer justement Sarkozy, et j'imagine la politique du chiffre, en fait, qui est là Absolument. dans le chiffre et plus dans les véritables enquêtes. C'est-à-dire dans l'apparence, dans la gesticulation et non plus dans l'efficacité, car dans le même temps où il développait sa théorie du chiffre et du rendement, il désossait littéralement les services judiciaires en supprimant un poste sur deux, globalement déjà dans l'administration policière, mais a fortiori en écrasant la procédure sur un millefeuille de difficultés, en donnant la priorité de l'action policière à la voie publique, les BAC et la sécurité publique, mais de maintien de l'ordre. Et on voit bien que Nicolas Sarkozy, pardon, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron a exactement cette Lapsus, même peut-être. dynamique. Oui. Exactement, parce qu'on voit bien que c'est son héritier, et on voit bien que Darmanin, en plus, est a fortiori un fils spirituel qui n'a même pas, je dirais, l'audience pour le coup, la crédibilité d'un Sarkozy qui a tué le job. Hein. Sarkozy, à force d'en faire, en a trop fait. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire la même chose que lui n'y parviendra pas, n'y parvient pas. Bref, pour en revenir techniquement à l'essentiel, c'est important, on a écrasé le monde judiciaire sur une montagne de difficultés. Conséquence, on a tué les vocations, on a fait en sorte que plus personne n'ait envie d'exercer. Et je peux vous assurer que moi, je vous invite sincèrement à prendre à tâche ou à discuter, vous l'avez peut-être déjà fait du reste, avec des magistrats qui sont liés, des magistrats du siège, qui, eux, constatent la résultante au niveau des audiences de cet effondrement de la qualité procédurale. Les affaires sont juste imprésentables. Il y a des procédures criminelles que les présidents, devant lesquelles les présidents s'arrachent les cheveux. On a perdu cette vocation. Vous savez, moi, Pourquoi elles sont imprésentables ?
Mais parce qu'il y a des fautes de procédure, tout simplement, des fautes de procédure, des procès-verbaux qui sont à peine lisibles, des fautes de procédure, des réflexes procéduraux qui n'existent plus, qui disparaissent au fil des années. Ça va s'aggraver du reste, Mais hein. des fautes de Sachez-le. procédure parce que les policiers sont sous tension, Sous ou des torsion fautes et de non pas la procédure parce qu'il formation. y a trop de procédures? Il y a les deux, mon général. Il y a trop de procédures, il y a un écrasement de la charge de travail, et puis il y a une perte. Il faut dire les choses de manière cash, on n'est pas là pour tenir la langue de bois. Mmh. Il y a une baisse tout simplement de la compétence. Il n'y a plus, vous savez, moi j'ai commencé comme inspecteur. Oui. Alors pourquoi je rappelle ça? C'est parce que les inspecteurs dans les années 70 et 80 étaient formés essentiellement à ça. Et j'avais insisté avec Nicolas Vidal sur la nécessité vitale de restaurer une filière judiciaire digne de ce nom, et pas simplement une formation low cost de gardien de la paix à la qualification OPJ, officier de police judiciaire, pour créer du nombre encore là. On veut créer du nombre, on dit ouais, regardez, on fait les choses bien, hein. On forme beaucoup d'OPJ, beaucoup d'officiers de police judiciaire, et tout ça va faire de la qualité. C'est faux. C'est faux parce que, pour beaucoup, il faut le savoir, pour beaucoup de gardiens de la paix devenus OPJ, cette qualification devient un laissez-passer tout simplement pour se barrer de la région parisienne, parlons crûment. Et c'est un passeport, c'est devenu un passeport pour partir en province parce que la province est exsangue en termes de personnel qualifié en matière judiciaire. Donc la province est très en demande de cette qualification OPJ. Mmh. Donc on forme les OPJ, ils ne restent pas dans les services dans lesquels ils étaient initialement affectés. Et ça, c'est un déficit mortel, parce que il n'y a plus, si vous voulez, de culture de la PJ. Moi, quand j'ai commencé dans mon job de procédurier, j'arrivais dans des services où il y avait des types qui avaient passé 30 ans dans le judiciaire, qui étaient de véritables artistes de la procédure, qui faisaient des procès-verbaux, qui faisaient l'admiration des magistrats, parce que c'était juste de la dentelle, quoi. C'était très bien écrit, il n'y avait pas de faute, ça tenait la route, il y avait tout ce qu'on posait, toutes les questions qu'il fallait poser. Oui. Et ça permettait d'aller jusqu'au bout du processus. C'est quoi le terme du processus, du bon travail de procédurier? C'est l'audience pénale. C'est soit un procès en correctionnel, soit un procès en assise, suivant la qualification qui a été retenue. Oui, Et et là, rappelons tout de véritablement, même qu'en audience pénale, si aujourd'hui il y a un vice de forme, les personnes, même les pires criminels, peuvent être relâchés. Et ça arrive de plus en plus souvent, les complètement. vices de forme. Mais complètement. Alors, tout ça concourt à plein de choses. Je pense enfin, notamment au sujet qui est un des sujets les phares actuellement dans l'actualité, c'est les agressions sexuelles, les viols. Oui. Et il faut des gens spécialisés là-dedans. Moi, il se trouve que j'ai eu l'honneur de travailler, d'être chef de groupe dans une unité spécialisée là-dedans, dans les agressions sexuelles et dans les viols. Et nous avions été supprimés du jour au lendemain parce qu'il fallait mettre en place la police de proximité. Alors, j'en veux pas spécifiquement à la police de proximité. Ce que je veux mettre en relief, c'est qu'il y a une forme d'autisme du politique face à la nécessité absolue à avoir des gens bien formés, bien recrutés et compétents. Alors, Aujourd'hui, attendez, on je vous recrute des arrête une gens seconde parce que oui, vous dites je des vous en choses prie. importantes et je voudrais qu'on reprenne chaque chose, On est chaque là pour point. ça, Clémence, pour dire des choses importantes. Non, vous parlez des affaires des violences sexuelles, etc. D'abord, Ouais, je vais vous donner les chiffres. Le taux de ouais, réussite policière dans les affaires de violences sexuelles a chuté de 64% à 56%, moins 8 ouais. points, hein, toujours les chiffres de cette note, Mm, alors que le mm, nombre de faits enregistrés, eux, ont ouais. augmenté dans le même temps de plus de 100% en Oui, 6 oui, oui, ans. oui. Donc, Ne nous emballons pas à hum, ce sujet, ne nous emballons pas. La libération de la parole, c'est une chose qui est une chose nécessaire. Je l'ai vécu professionnellement. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que les femmes parlent. Ce serait totalement oui. inapproprié et stupide. C'est pas le débat, c'est pas le problème. Hum, Sauf que le fait de libérer la parole démultiplie bien les sûr, affaires les plaintes. déclarées. Oui. Enfin, c'est QFD, quoi. Je veux dire, Hum, c'est une lapalissade, ce que je hum, dis. Plus les gens parlent, plus il y a des affaires. On est bien hum, d'accord. hum. Or, de fait, ça s'oppose et ça vient se confronter, ça vient se heurter à, je dirais, un constat négatif qui est, un, le manque de personnel qualifié et le nombre de dossiers à traiter. Par rapport à ça, je tiens quand même à dire que dès lors, il ne faut pas non plus sacraliser la parole féminine, même si elle est libérée. Ne tombons pas dans le piège Bien sûr. de considérer que toutes les déclarations sont fondées. Et Bien c'est sûr, c'est il le peut y avoir propre des du esprits de travail. revanche, etc. Enfin, Absolument, mm, totalement. Et c'est le propre du travail, de fondement du travail de l'enquêteur, c'est de faire la part des choses. mm, Pas de prendre parti, mais de faire la part des choses. Le seul parti pris que doit avoir un enquêteur et un magistrat, c'est celui de la vérité. mm. Donc c'est pas parce que tant et tant de personnes parlent que ça en fait des victimes. Donc Faites bien de le préciser. il ne faut parler en l'occurrence que de déclarantes, de déposantes, mais pas Mm. de victimes. Mais on n'est pas encore là. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a je dirais, des problématiques techniques, à savoir l'ancienneté des faits qui sont dénoncés,
Et ça, c'est un problème majeur, parce que plus le temps a passé entre le moment où on a déclaré un viol, par exemple, et où on va déposer plainte, si c'est au bout de 6 mois ou d'1 an, il y a une telle déperdition des éléments de preuve que vous fragilisez la procédure et que l'enquêteur ou le magistrat ne peut pas inventer des preuves. C'est juste pas possible. Donc, en termes de statistiques, vous avez bien évidemment une augmentation du nombre des déclarations. Et s'il y a baisse du taux d'élucidation, c'est tout à fait logique, puisqu'on n'a à la fois pas le nombre de personnel suffisant pour le traiter, et en même temps que bien souvent les affaires sont anciennes. Moi, je rappelle simplement ce chiffre qui va dans le sens que ce que vous rappelez. Dans ce que nous traitions à l'époque, je parle de fin des années 90, le nombre de plaintes que nous traitions, sur 10 plaintes, il y en avait 8 qui n'aboutissaient pas. Et elles n'aboutissaient pas, non pas parce que nous ne voulions pas qu'elles aboutissent, mais elles n'aboutissaient pas tout simplement parce que soit il n'y avait pas d'éléments, soit c'était trop ancien, soit le profil même de la déclarante posait problème. Il faut le D'accord. dire. Il ne Bien faut sûr. pas avoir peur de dire qu'il y a des gens qui mentent, oui, Mais et des évidemment. femmes, y compris Alors, des femmes. évidemment. Je voudrais revenir sur la deuxième partie de votre phrase sur sur les chiffres notamment des plaintes et des attaques, criminelles. Mmh. Vous parliez d'autisme du politique. Oui. Et alors je voulais vous demander, est-ce vraiment autisme ou est-ce, volonté du politique d'avoir une mainmise sur, l'APJ et sur les enquêtes? Je Bah, je rappelle, voulais pas être méchant, je voulais pas être trop méchant, mais mmh, vous m'enlevez le propos, bien sûr. Non, mais on va être clair. Là encore, j'ai pas envie qu'on parle de la langue de bois. Il y a une arrière-pensée de maîtrise, et je vais même plus loin, d'affaiblissement de l'appareil judiciaire. La réforme de l'APJ qui consiste à mettre l'outil voulu par PJ Emmanuel Macron. par Emmanuel Macron sous l'autorité du préfet, c'est juste une catastrophe. Cette réforme doit absolument être retirée. J'espère que s'il y a une alternance politique, elle le sera. Parce qu'au lieu de créer ce que je vous ai dit en préambule, de créer vraiment une filière judiciaire de gens constituée de gens compétents Mmh, et travaillant en intelligence entre les policiers, les enquêteurs et le parquet, il fait exactement l'inverse. Il crée une interface avec le préfet. Or, on sait très bien que les préfets, a fortiori, le parquet n'est pas indépendant. Ils dépendent directement des desiderata, peuvent en tout cas dépendre directement des desiderata du politique. Et il y aura nécessairement une priorité donnée aux affaires, je dirais, visibles, médiatiques, plutôt qu'au travail de fond, et notamment dans le cas des affaires financières. alors, je vais même aller plus loin, et là, on élargit encore, mais je pense que tout ça est lié. Il est bon parfois de prendre un petit peu de recul et de comprendre le Tout à système fait. général de ce qui se passe. Oui. On recevait hier, Georges Kuzmanovic, notamment, qui qui nous rappelait, la fonte du corps préfectoral et du corps, des diplomates, du Quai d'Orsay, toujours avec ces réformes, voulues par, Emmanuel Macron, et le fait qu'eux-mêmes, aujourd'hui, sont rendus finalement interéchangeables. Finalement, on n'aura plus de Mmh. spécificité du corps, comme on pouvait avoir avant, et donc finalement, on n'aura plus forcément un bon préfet qui connaît sa situation, mais plutôt quelqu'un qui sera envoyé 2 ans au Quai d'Orsay, puis 2 ans à la préfecture, puis Enfin, 2 ans autre part, et finalement oui. quelqu'un qui sera encore plus, évidemment, beaucoup plus perméable aux injonctions politiques, Bah, ça qui le renvoie dépassent. aussi à la réforme du Quai d'Orsay voulue par le même Emmanuel Oui, Macron. c'est ça. Il ne veut plus des gens formés à la diplomatie. Alors on sait très bien quand même que dans une période, surtout dans une période tendue comme la nôtre, avec des conflits Mmh. internationaux qui sont de plus en plus visibles et de plus en plus prégnants et inquiétants, on ne nomme pas des gens, je dirais, pourquoi pas des chanteurs de foire, quoi. Je veux dire, on est légitimement en droit de se poser des questions quand on voit les prestations catastrophiques d'un monsieur séjourné en Mmh. tant que ministre des Affaires étrangères. Il y a de quoi se poser des questions. Bon, si on décline ça en plus au niveau du corps des ambassadeurs ou des corps des représentants ou de la préfectorale, non, on va vers le chaos, tout simplement. On Mais va vers le chaos et tout parce que ça, la c'est du même compétence, ressort finalement, j'ai l'impression. oui, Tout ça, c'est la mais fonte des corps, la fonte des gens qui connaissent, des spécialistes, des gens qui connaissent leur terrain depuis 30 ans, ouais. qui progressent, qui ont une expérience, qui ont donc la capacité aussi de résister à certaines injonctions politiques. Et là, tout ça est fondu dans un vaste espace, Ouais. Il ne vous échappera pas que les préfets ne résistent pas beaucoup. c'est Hein, vrai. c'est pas un corps de rebelles, hein, l'histoire nous l'a Oui. démontré. Mais moi, je vais aller plus loin dans l'analyse sur le judiciaire. Fondamentalement, la police judiciaire a été créée fin 19e, début 20e, pour répondre à une nécessité qui était celle de la protection des personnes. Parce que la police judiciaire en tant que telle n'existait pas. C'est Clémenceau qui l'a initié, qui a voulu lancer cette idée qu'il fallait des gens spécialisés dans l'investigation, parce qu'auparavant, la police
créée par Napoléon Ier. Enfin, la police, non, elle n'était pas créée par Napoléon Ier, parce qu'on parle déjà de commissaire de police Oui, sous Louis XV. Bon. l'organisation de la police telle qu'elle Mais existe. mais c'est surtout la philosophie de Mm. la police créée, voulue par Napoléon Ier. C'est une police, c'est une organisation sécuritaire, via les préfets notamment, Mm. pour protéger le pouvoir. C'était ça la vocation de la première volonté policière, enfin, de l'institution policière voulue par le pouvoir. Mm. Via Fouché, c'était quoi? C'était protéger c'était protéger le pouvoir, parce que Napoléon avait vécu la révolution de l'intérieur. Il savait à quel point les mouvements de la populace, entre guillemets, vous savez Mm. ce terme qui a été repris là Mm. encore par Emmanuel Macron. Il fait beaucoup appel à de la sémantique d'Ancien Régime, Emmanuel Macron. Hein. Moi, je peux vous en citer pas mal. Hein, quand on parle de populace, de factieux, Ouais. quand on déclare, quand Darmanin dit il faut être bon, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'est tout simplement, il ne fait que paraphraser le général Espinasse qui avait procédé je dirais, à la répression des mouvements populaires au moment de la Révolution de 1848. Donc c'est des gens, voilà, ils vont chercher, ils ont un bréviaire d'Ancien Régime et ils le réactualisent. Tout ça pour dire que la PJ répondait à un souci démocratique. C'est fondamental. C'était beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus d'intérêt. Et protéger la population et plus le pouvoir. Voilà, Mm. complètement. Et on voit bien qu'il y a un retour en arrière, mais ce n'est pas incohérent du point de vue, si on se place du point de vue d'Emmanuel Macron. On voit bien qu'il a un moteur qui est d'Ancien Régime. Il se réfère à des idéaux pétainistes, à des idéaux. Vous vous rendez compte, quand vous nommez un type comme Didier Lallemand, qui à un moment donné déclare, parce qu'on le compare au Oui. général Gallifet, il ose déclarer la comparaison ne me dérange pas. Mm. On parle quand même d'un type qui a fait assassiner des personnes âgées, des vieux, des femmes, des enfants. Enfin, je veux dire, oui, le fondement, le moteur philosophique de ce pouvoir est très inquiétant, parce qu'on voit bien que le judiciaire n'est plus son souci, mais que c'est l'ordre public qui prime. Et vous l'avez bien vu pendant tous les mouvements sociaux qui se sont échelonnés depuis 2018. On n'est que dans cet aspect-là. Donc le judiciaire leur importe peu, et casser la machine, bon, finalement, pourquoi pas? Donc tout ce qui va C'est derrière. c'est même je veux dire, peut-être volontaire pour aller dans ce sens-là. Et bien sûr, de toute façon, Ouais. tout ce que déclare tout ce qu'ont déclaré les différents ministres, y compris Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il veut lancer un plan anti-mafieux, ça me fait doucement rigoler. Mm. Remarquez, il les connaît très bien, les mafieux, hein, parce qu'il en a quand même il en a quand même défendu pas mal. Mm. Je renvoie à l'affaire de Monaco, qui a été à l'origine de l'enquête administrative qu'il a déclenchée contre le juge Levrault. Il a quand même défendu des oligarques totalement corrompus, des oligarques russes monégasques. Mm. Bon, donc il connaît bien le milieu, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je demande à voir, parce que ce qu'ont mis en place comme dispositif à la fois les Italiens ou les Américains, c'est quelque chose. C'est un investissement à la fois financier et courageux. Mm. Je ne suis pas certain que ces deux qualités, ces deux impératifs sous-tendent la politique gouvernementale. Alors, ma dernière question, Jean-Pierre Colombiès. D'abord, et vous parliez tout à l'heure éventuellement d'une alternance politique qui permettrait de reprendre les choses en main. Est-ce que finalement le corps de ces enquêteurs, policiers, de la PJ, tous ceux que vous décriviez, qui connaissaient leur métier, qui savaient faire des bons rapports, aujourd'hui, est-ce qu'il n'aura pas déjà disparu? Puisque finalement, et on le sait, on en a déjà parlé ici, notamment avec Alexandre Langlois, les policiers aussi aujourd'hui démissionnent. Oui, beaucoup. Beaucoup démissionnent, ils ne se reconnaissent plus dans leur métier, ils ne peuvent plus, ou alors d'autres démissionnent autrement en étant en mal-être, voire en allant jusqu'au Oui. suicide. Donc on est dans une société où finalement ce travail ne peut plus être fait. Est-ce qu'on pourra récupérer quelque chose qui restait de cette excellence, on va dire, de la police française, Oui. ou est-ce que c'est trop tard? Et comment vous voyez l'avenir? Alors bon, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même il y a quand même des enquêteurs qui font bien leur boulot et qui aiment leur métier, fort heureusement. Il y a des gens qui ont une vraie foi, une vraie vocation Mmh. à aider les autres, hein, tout simplement, parce que le judiciaire, c'est ça. C'est quand même travailler sur la recherche et la répression des délinquants, de ceux qui font du mal aux autres. Ça peut paraître basique, ce que je viens de dire, mais c'est tout simplement ça, quoi. C'est de Mmh. mettre en prison, d'arrêter des malfaisants, Mmh. des gens qui vous font du mal. Et ça, le problème que nous avons, Clémence, c'est que je ne vois pas, quand je dis une alternance politique, c'est un vœu pieux, Mmh. parce que je ne vois pas ni à droite ni à gauche de gens honnêtes, suffisamment honnêtes, pour, je dirais, inverser la tendance. Mmh. À droite, ils sont malhonnêtes parce qu'ils ont, sous couvert d'un discours très pusillanime, Mmh. très guerrier, Mmh. ils ont déstructuré l'outil judiciaire. Et Oui. l'outil, quand je dis judiciaire, ça englobe à la fois la police et la justice qui n'a pas les moyens Oui. de fonctionner. Donc je renvoie les LR à leur responsabilité parce qu'ils étaient tous derrière Vous faites bien. derrière Sarkozy à l'époque. Et d'ailleurs, Et je Emmanuel renvoie. Macron derrière, puisqu'ils ont fait Ouais, non, mais c'est pareil, le cette soutien. De alliance. toute façon, là, oui, la béquille d'Emmanuel Macron, c'est les LR. Hein. Mm. Et puis vous avez
la démagogie des partis de gauche, de tous les partis de gauche, qui ont, je dirais, un a priori systématique contre l'outil policier qui est navrant. Alors que les vrais républicains qui se disent de gauche devraient avoir comme idée quand même sous-tendu que c'est la police qui défend le plus faible. On a l'impression d'une forme, je disais autiste, c'est pas gentil pour les autistes du reste, je devrais dire surtout les copains coquins, c'est plutôt ça comme terme qui est plus approprié. Mais la gauche a complètement loupé le débat sur la sécurité. Je ne fais même d'ailleurs là que citer Lionel Jospin au lendemain de son échec au premier tour des présidentielles, lorsqu'il a dit « nous avons été trop naïfs ». Ben, j'ai envie de dire, tu es encore loin du compte, camarade. Tu es encore très loin du compte. Parce qu'ils ont vraiment tout loupé. Ils ont loupé tous les rendez-vous sécuritaires. Oui. Donc, j'ai pas d'espoir, beaucoup d'espoir. Et pour la sécurité des Français et les Français aujourd'hui, finalement, il reste quoi? Ben moi, ce que je crains, je vais être très négatif, je crains l'autodéfense. Je crains à un moment donné que ne se créent des groupes tout simplement de citoyens qui en ont ras-le-bol d'être agressés en bas de chez eux. Moi, je pense quand même à toutes ces familles qui vivent dans les fameuses cités qu'on encercle avec la CRS 8 ou avec toutes les forces de sécurité mobile. Moi, j'ai une pensée pour ceux qui se lèvent à 4 ou 5 heures du matin, qui habitent ces cités, qui vont bosser et dont on se fout, mais alors royalement. Soyons clairs, parlons cash. Tout le monde s'en fout, Clémence. Que ce soit la droite ou la gauche qui est devenue une gauche bobo, qui est omnubilée par les théories du genre ou le wokisme, et une droite qui a tout fait pour en arriver là, en affaiblissant le corps judiciaire, en compliquant ce millefeuille technique de la procédure et en ne renforçant pas les services, au contraire, en les diminuant. Je renvoie au discours de Sarkozy, on va supprimer un poste de fonctionnaire sur deux. Ben, je rappelle quand même que les policiers sont juste des fonctionnaires. Voilà. Et on en est aujourd'hui là. Un constat très. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour essayer de répondre très vite? Du courage, Clémence. Du courage, encore du courage, et vraiment des mesures dans l'intérêt général et pas simplement pour, je dirais, cultiver son propre avenir politique, ce que s'obstine à faire un certain Gérald Darmanin. Par exemple. Il y en a beaucoup d'autres, malheureusement, en Et il ce y en a moment. d'autres. Et Dupond-Moretti, allez hop, on va mettre Dupond-Moretti. On a du mal avec le courage aujourd'hui. Et puis pour finir sur l'autodéfense, aujourd'hui, ceux qui voudraient se défendre, en plus, ce sont eux qui vont finir en prison, alors que ce sont malgré tout les victimes. C'est ça qui est terrible. Oui, mais le mouvement risque d'être beaucoup plus dense que ce qu'on pense. Ça sera peut-être à un moment donné, c'est à craindre, hein, c'est pas une bonne nouvelle, tout ça. Bien sûr. Moi, je crains des oppositions communautaires, vraiment avec des groupes communautaires. Ça existe, ils sont là, ils existent, ils peuvent être armés s'ils le veulent, ils ne le veulent pas pour l'instant. Vous rejoignez un peu Overton et ses livres, en fait, Guérilla, justement, où il montre ces groupes qui vont s'opposer dans une forme de chaos, une absence de l'État. Vous l'avez déjà. Non, mais vous savez que vous l'avez déjà. Moi, je pourrais vous citer des cités marseillaises que je n'ai pas envie de stigmatiser, où vous avez les groupes originaires de l'Europe centrale, Albanie, Serbie, Kosovo, Tchétchène, et puis en face, vous avez... alors, il faut mettre à part les Tchétchènes, parce qu'il y a un point fondamental qui les oppose, c'est la religion. C'est la religion. Et ça, je dirais que malheureusement pour nous, nous sommes gouvernés par des gens qui ne veulent pas le voir, qui regardent un peu ailleurs. On va le payer cher, parce que déjà, vous assurez qu'il y a des Kenyans aussi qui font la loi à Marseille dans certaines cités. Vous avez des groupes comme ça qui sont très soudés et qui ont à la fois un esprit communautaire et familial. Et ça, ils sauront se défendre à un moment donné. Et nous, on a tout oublié et on ne sait plus se défendre. Non, nous, on est dans l'auto-flagellation, on aime bien ça. Enfin, moi, je n'en fais pas partie. Je considère qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher. Il va falloir à un moment donné se réveiller quand même. Merci beaucoup, Jean-Pierre Colombiès, pour cet éclairage. Merci encore. Je rappelle, l'ancien policier, ancien membre de la PJ et porte-parole de l'Union des policiers nationaux et indépendants. Merci encore.